C'est un peu comme les accidents. Ça n'arrive qu'aux autres. Et le jour où ça arrive, on est perdu. Et très souvent, on ne réagit et on ne s'adresse à ceux qui pourraient vous aider que tard, pour pas dire trop tard. Pour éviter un tout petit peu ces pièges, nous vous proposons un petit exposé qui sera d'autant plus facile et rapide que nous sommes très nombreux. Et néanmoins, je pense que la qualité des présentations que j'ai pu plus que survoler, mais appropriées, vous permettront à vous et à vos collègues, puisqu'il est accessible sur le site, donner des éléments d'information pertinents pour la suite. Donc, sans tarder, je passe la parole tout de suite à Monsieur Charles, qui va se présenter et qui va vous expliquer de quoi il s'agit, sachant que j'avais déjà, en introduction hier, évoqué ce dispositif. Monsieur Charles. Merci pour votre invitation. Merci pour votre invitation. Donc effectivement, cet après-midi, en quelques minutes, nous allons commencer sur la notion de responsabilité. Je dirais par la structure qui, en fin de compte, s'est développée le plus récemment et qui est en même temps la plus rassurante, qui sont les commissions de conciliation et d'indemnisation. Donc en deux mots, je suis d'une part juriste au service des hauts enjeux de la MACSF et d'autre part représentant des assureurs au sein de ces commissions, celle d'Île-de-France et celle d'Aquitaine. Et il s'agit effectivement, nous allons le voir dans les diapositives, d'un dispositif à la fois récent et le plus calme par rapport à tout ce qui va pouvoir vous être exposé ensuite et à ce que vous pouvez parfois voir dans les médias. Alors, premier point rassurant, vous pouvez le voir partie droite de la diapositive, c'est non seulement un dispositif qui est récent, qui est rassurant, mais qui en plus fonctionne, puisque cette diapositive vous illustre la progression sur la droite des litiges qui se déroulent donc désormais devant ces commissions de conciliation et d'indemnisation, que l'on avait appelé avant les CRCI. Et comme vous pouvez le voir par rapport à la partie centrale, les procédures civiles, en conséquence, diminuent de plus en plus, ce qui est une évolution sociétale sympathique. Une autre évolution qu'il faut quand même souligner par rapport à ce que l'on peut voir sur Internet ou voir sur BFM TV, c'est la partie gauche de cette diapositive. Les plaintes pénales, on en parle beaucoup, mais on en fait de moins en moins. Et ça, c'est aussi un point positif, même si malheureusement les personnes qui sont concernées ne le trouvent pas de cette manière-là. Mais néanmoins, globalement, c'est quelque chose qui diminue. Nos chiffres au niveau de la MACSF sont tout à fait concordants avec ceux de l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, où vous pouvez voir, en toute logique, une progression des dossiers depuis le début du dispositif, c'est-à-dire depuis 2004. Alors pourquoi un tel succès ? Eh bien pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit d'un mécanisme qui est simple, qui est gratuit et qui est rapide. Le résultat, c'est qu'il s'agit en fait du premier mode de mise en cause aujourd'hui des médecins devant les autres types de procédures et qu'il faut donc à minima les connaître, puisque si malheureusement dans le cadre de votre activité professionnelle vous êtes un jour mis en cause, statistiquement vous atterrirez plutôt devant cette structure que devant une autre. Alors la composition originale de cette structure qu'on a comparée par rapport aux juridictions, c'est qu'il y a eu, et la modification joue simplement sur le nombre de membres globaux, mais pas sur l'équilibre interne, il y a eu la volonté d'associer l'ensemble des acteurs sur un processus indemnitaire. C'est-à-dire que la commission, elle fait 21 membres, jusqu'à présent, elle va être un peu réduite, mais ce qui est surtout remarquable, c'est la notion d'équilibre, c'est-à-dire que vous trouvez jusqu'à présent 6 membres médecins et établissements, les professionnels de santé sont représentés. En face, les associations de victimes, 6 membres au titre des patients. 2, bien sûr, pour les assureurs. Au passage, la MACSF a des représentants dans 15 CCI aujourd'hui. 2 pour l'ONIAM. Cela représente donc, sur la couleur verte de la diapositive, les payeurs, si vous voulez, finaux.
soit assureur au titre d'une faute, soit l'ONIAM dans le cas de l'aléa thérapeutique et de la prise en charge de l'aléa thérapeutique. Et puis à côté de cela, 4 personnalités qualifiées qui sont habituellement des avocats honoraires, des experts, des médecins reconnus au niveau régional, voire national, autour d'un président magistrat. Lui par contre, c'est toujours un magistrat. Alors la CCI, au niveau de sa deuxième lettre, de sa deuxième appellation, c'est une commission, et la deuxième lettre, c'est le C de conciliation. Il faut être très honnête, on pourrait l'écrire de manière beaucoup plus petite, en termes au moins de taille de caractère. La conciliation, il n'y en a pas, pour une raison fort simple. Les personnes qui saisissent la CCI, ce qu'elles demandent, c'est de l'argent. C'est pas qu'on leur raconte beaucoup de choses. Donc la partie conciliation, objectivement, a un succès relativement limité. Par contre, la troisième partie d'indemnisation, c'est bien évidemment l'activité essentielle de ces CCI. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ont été créées? Pourquoi de nouvelles structures? Puisqu'après, il va vous être évoqué les procédures pénales, procédures administratives, procédures civiles. Eh bien, tout simplement parce que jusqu'à la loi Kouchner, jusqu'à la constitution de ces commissions, dans le cas où il y avait un accident médical, un patient qui était insatisfait, eh bien, il devait impérativement démontrer la faute du professionnel de santé, que ce soit du médecin libéral dans son cabinet, que ce soit de l'établissement santé, public ou privé, de l'un ou de l'autre, pour pouvoir obtenir une indemnisation. Et donc vous avez cette obligation de démonstration d'une faute, et s'il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas d'indemnisation. Ça, c'était pour la victime de l'accident médical. Et à côté, peut-être que certains d'entre vous ont fait du Badinter ou au moins entendu parler de la loi, les victimes d'accidents de la circulation depuis 1985, à l'exception spécifique du conducteur, pour toutes les autres victimes, eh bien, on prend en charge, on indemnise dans le cadre de l'assurance les dommages, sans se poser la question de la responsabilité de l'un ou de l'autre. Donc, ce qui pouvait être logique pour des petits dommages, qu'il n'y ait absolument aucune indemnisation s'il n'y avait pas de faute identifiée, était bien sûr de plus en plus inacceptable d'un point de vue sociétal concernant les dommages graves. Donc la réponse par les CCI, eh bien, c'est l'indemnisation de tout dommage imputable à un accident médical ou au constat d'une infection associée aux soins, on appelle plus rapidement les infections nosocomiales, avec une limite, et ça c'est une particularité car ce n'est pas le cas dans les autres juridictions, l'exigence d'un seuil de gravité au niveau de l'atteinte et des dommages. On parle vraiment du dommage, on ne parle pas de la faute de l'un ou de l'autre, on part du patient et de son dommage, d'un seuil de gravité. Seuil de gravité, critère de gravité au choix, ben bien sûr, le premier critère, on l'imagine, c'est le décès. Le deuxième critère, l'AIPP, l'incapacité physique ou psychique d'au moins 24%. Cela, ce sont les deux critères, quel que soit le type d'accident. Lorsque nous ne sommes pas en infection nosocomiale, eh bien, il y a d'autres critères qui interviennent et qui sont un petit peu plus larges, mais qui sont importants et importants de connaître pour vous, non seulement ce que je ne vous souhaite pas si vous êtes mis en cause, mais même par rapport à un patient qui serait dans une démarche de demande devant une CCI, l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gènes temporaires, avec un taux et une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou 6 mois sur discontinu sur une période de 12 mois. Et puis, à titre exceptionnel, l'inaptitude, bien sûr, professionnelle définitive et les troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Alors, pourquoi est-ce facile pour le patient? Eh bien, d'abord, pour le patient, c'est simple. Il suffit d'un certificat médical décrivant les dommages imputables. C'est largement suffisant. C'est probablement sous cet aspect que vous connaîtrez dans un premier temps les CCI du patient qui va vous demander de décrire son état parce qu'il a besoin de ce certificat pour pouvoir démarrer une démarche devant la CCI. Deuxième aspect important, la gratuité. Dès le début, l'avocat n'est absolument pas obligatoire. Le médecin de recours non plus. La victime peut se contenter de remplir un formulaire sur Internet pour engager sa démarche avec le certificat médical. Et ensuite, et c'est aussi une grosse différence, elle est gratuite quel que soit le résultat. L'expert qui est mandaté par la CCI, l'expert médical, il est soit payé par l'ONIAM si en définitive il n'y avait pas de responsable, soit payé par l'assureur du responsable. Il n'est jamais payé par le patient, même si en fin de compte il est démontré qu'il n'y avait même pas vraiment d'accident médical. L'expertise, elle est ordonnée par la CCI, c'est la CCI qui décide s'il y a un seuil de gravité atteint et qui, à la limite, assume les conséquences si jamais on se trompe. Alors, la réflexion, elle va se faire de quelle manière devant ces commissions de conciliation ? Première chose, même réflexion que vous allez avoir devant un patient qui lui est en démarche, non pas contre vous, mais pour une recherche de responsabilité, est-ce que le seuil de gravité global est atteint? Sinon, bien sûr, on n'est pas compétent, et c'est une spécificité par rapport aux autres juridictions. Si le seuil global est atteint, est-ce que le seuil de gravité imputable
là pour le coup, en éliminant tout ce qui est par exemple état antérieur lié à l'accident médical est atteint. Ensuite seulement, et c'est seulement en troisième niveau, si ces seuils sont atteints, est-ce qu'il y a une faute? Identifier une faute est-elle à l'origine de ce dommage? Et dans quelle proportion à l'égard de l'établissement de santé, du médecin, des différents praticiens qui sont mis en cause à l'initiative du patient? Et à ce moment-là, bien sûr, c'est à l'assureur de prendre en charge les conséquences de la faute. Et nous arrivons là au quatrième point, et le plus important aussi sur ce dispositif des CCI, la reconnaissance de la notion d'aléa thérapeutique. En l'absence de faute, le dommage est-il anormal au regard de l'évolution prévisible suite à l'acte médical? Vous pouvez avoir effectivement des interventions, des actes de soins, des administrations de médicaments, où malheureusement l'état étant tellement dégradé que le décès est tout à fait inéluctable. Dans ces cas-là, oui, il y a décès, oui, il y a gravité, mais par contre, bien sûr, il n'y a rien d'anormal, donc ce n'est pas un aléa thérapeutique, c'est l'évolution prévisible de la maladie. Et d'autres situations où, à partir d'une intervention ou d'un acte de soins, a priori sans conséquences connues gravissimes, va se retrouver dans un pourcentage lambda avec cette évolution gravissime, et bien dans ces cas-là, nous sommes dans la notion d'aléa thérapeutique. Alors, dans cette notion justement de ce que l'on va éliminer, une rigueur des termes quand même à bien voir, qui a toute son importance, notamment devant les CCI, la nuance qui est parfois un petit peu mélangée entre l'état antérieur, l'évolution de la pathologie et le caractère normal par rapport à la notion de facteur favorisant. Ce qu'on appelle un état antérieur, c'est le patient avec l'intégralité de sa maladie, pas avec un certain nombre d'éléments qui vont favoriser le développement de sa maladie. Vraiment, l'état antérieur, c'est le patient qui rentre déjà infecté. Ce n'est pas le patient qui, du fait par exemple d'une immunodéficience, va plus facilement contracter une infection. Non, c'est le patient infecté. Sinon, c'est juste un facteur favorisant. Quand il est rentré, il n'était pas infecté. L'évolution de la pathologie. Quand il y a une évolution de la pathologie, ça veut dire que l'acte médical, qu'il soit pertinent ou pas pertinent, a été sans effet sur l'évolution de ce patient. C'est-à-dire qu'effectivement, le patient va se plaindre d'un dommage. Effectivement, lorsque l'on creuse un petit peu, toutes les bonnes pratiques auraient peut-être pu être creusées et approfondies, mais néanmoins, ceci est sans incidence sur le résultat. Là, on est dans l'évolution de la pathologie. Et puis, le caractère normal. L'intervention chirurgicale, un peu de la dernière chance, où vous avez malheureusement 30% de risque d'échec thérapeutique. Ben, c'est un échec thérapeutique. Ce n'est pas un problème d'anormalité, ce n'est pas un aléa thérapeutique. C'est malheureusement un simple échec thérapeutique. Ça n'a pas lieu d'indemnisation sur cet aspect. Attention aux facteurs favorisant aux vulnérabilités particulières. Ça n'est jamais un élément de défense de dire non, mais attendez, il avait déjà ça, ça, ça et ça. Justement, docteur, est-ce que vous en avez tenu compte? Si oui, ça n'a aucune raison de ne pas rentrer en ligne de compte. Si vous n'en avez pas tenu compte, vous êtes d'autant plus fautif puisque vous saviez qu'il y avait ces pathologies et ces risques complémentaires par rapport à un patient lambda. Du coup, il faut quand même garder à l'esprit que la contestation du caractère anormal, ce n'est pas toujours un bon argument de défense de dire, vu tout ce qu'il avait auparavant, c'est déjà pas mal, et en fin de compte, j'y suis à peu près pour rien, même si tout n'est pas parfait dans ce que j'ai réalisé. Non, au contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où soit vous en aviez connaissance, soit vous deviez vous poser la question de savoir si tel ou tel élément, tel ou tel facteur favorisant existait, c'est au contraire un argument de défense qui parfois est malheureusement mis en avant et qui n'est absolument pas un argument de défense, au contraire, qui aurait tendance à revenir sur la question de la faute. Je crois avoir tenté de tenir à peu près la durée pour enchaîner. Je vais passer la parole à ma voisine. Seulement pour l'Alsace, au niveau de la CCI, c'est votre aimable serviteur qui y siège. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours très facile. Oui, bonjour à tous, Geneviève Folzer. Donc moi, j'interviens, donc je suis avocate. Les avocats interviennent quand ça se passe mal. Donc dans la phase contentieuse, on y arrive par deux voies. Soit il y a eu une phase amiable précédemment, c'est-à-dire que le patient choisit d'abord de passer en commission et ça n'aboutit pas. En tout cas, ce qu'on lui propose ne lui convient pas. Donc, il décide de saisir le tribunal.
soit parce qu'effectivement la face amiable n'est pas obligatoire, soit le patient décide immédiatement de saisir la justice. Alors, la responsabilité médicale, elle doit, je crois, trouver un équilibre entre deux intérêts. D'abord, l'intérêt du médecin, puisqu'il n'est bien évidemment pas question que le médecin soit tenu responsable de tous les actes toutes les conséquences de ces actes professionnels. Et d'un autre côté, le patient qui doit bien évidemment voir la réparation de son préjudice lorsqu'il a subi des dommages. Alors, la responsabilité médicale, elle est d'abord légale, puisqu'elle est issue, ça c'est assez récent, elle est issue de la loi Kouchner, la loi de 2002. Donc c'est cette loi, effectivement, qui régit la responsabilité médicale, qu'elle soit civile ou administrative. Elle est issue aussi des textes répressifs lorsqu'il s'agit d'engager la responsabilité pénale du médecin, et elle est également issue des règles déontologiques. La responsabilité médicale a un double objectif. Elle est d'une part indemnitaire, donc l'idée c'est effectivement d'indemniser la victime d'un dommage causé par le médecin. Elle a un second objectif, c'est la sanction, c'est-à-dire effectivement sanctionner le médecin lorsqu'il commet une faute et qu'il a un comportement que réprouve la société. Ça, c'est sa responsabilité pénale devant une juridiction pénale. Alors, en ce qui concerne la responsabilité indemnitaire, vous avez deux sortes de responsabilités. Elle peut être soit civile, soit administrative. Alors, elle est civile lorsque l'exercice médical se fait en milieu privé. Donc, vous êtes effectivement médecin libéral. Lorsque vous commettez une faute, c'est votre responsabilité civile qui va être engagée devant une juridiction civile, et c'est vous qui allez être fautif de la faute, enfin qui allez être responsable de la faute que vous allez commettre. Elle est administrative lorsque le médecin exerce au sein d'un hôpital public. Dans ces cas-là, ce n'est pas le médecin qui est responsable de sa faute, mais c'est la responsabilité de l'hôpital qui va être engagée. Ça, c'est le principe. L'exception, c'est lorsque le médecin commet une faute qui est détachable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute tellement grave qu'elle devient personnelle. Alors aujourd'hui, cette faute se réduit aujourd'hui à peau de chagrin, puisque c'est vraiment lorsqu'il y a une faute extrêmement grave, quasiment intentionnelle, qu'on va chercher la responsabilité du médecin, par exemple un chirurgien qui ne se déplace pas lors d'une intervention chirurgicale. Donc, vraiment, au niveau administratif, c'est vraiment la responsabilité de l'hôpital qui va être avant tout recherchée. C'est une responsabilité qui est fondée sur la faute. Donc le patient va devoir prouver que vous avez commis une faute pour pouvoir engager votre responsabilité. Alors bien évidemment, cette faute, vous avez, en tant que médecin, vous n'avez pas une obligation de résultat, vous n'avez pas une obligation de guérir le patient. Vous avez une obligation de moyens, c'est-à-dire de vous comporter en professionnel diligent, suivant les données actuelles de la science. Donc c'est une faute que devra prouver le patient par tout moyen. Généralement, puisque nous sommes tous profanes, le patient va recourir à une expertise judiciaire qui, contrairement effectivement à la CCI, va être à la charge, en tout cas dans un premier temps, c'est le patient qui va avancer les frais d'expertise. Et donc va devoir prouver la faute du médecin. Alors la faute du médecin, elle peut être diverse. Moi, je les regrouperais plus ou moins en deux catégories. C'est-à-dire que vous avez des fautes que j'appellerais techniques, fautes dans le diagnostic, retard de diagnostic, mauvais diagnostic, mauvais traitement qui est donné, une faute dans l'organisation du service. Et ça peut être des fautes, un autre type de faute que j'appellerais plus éthique, puisque en tant que médecin, vous avez un devoir d'humanisme, un devoir d'information du patient sur les risques qu'il encourt, sur son état de santé. Vous avez aussi des obligations d'ordre de secret médical.
Et effectivement, si vous ne respectez pas ces obligations, votre responsabilité pourra être engagée. Donc le principe, c'est la faute. Il y a effectivement une série d'exceptions qui ont été notamment imposées par la loi, notamment en raison de la défectuosité des produits de santé. Là, c'est une responsabilité qui est sans faute. En matière de recherche biomédicale, en matière d'infection nosocomiale, effectivement, il y a une facilité pour le patient pour engager la responsabilité du médecin, également dans des cas où on estime qu'il n'y a pas d'aléa. Alors, le patient devra démontrer votre faute, ça ne suffira pas parce que vous pouvez commettre une faute, mais néanmoins ne pas voir votre responsabilité engagée. Le patient devra également avoir un dommage. Si vous commettez une faute mais qu'il n'y a aucune conséquence dommageable, il n'y a pas de sanction. Donc il va devoir prouver son dommage. Son dommage, il peut être physico-moral. Donc physique, c'est des incapacités temporaires, partielles, définitives. C'est bien évidemment tout ce qui est précium doloris, souffrance endurée, préjudice d'agrément, préjudice matériel. Si la victime ne peut plus travailler, c'est un préjudice moral. Et nous avons développé en matière de responsabilité médicale un préjudice particulier qui est la perte de chance. Parce que des fois, c'est un petit peu compliqué de savoir si, notamment en cas de pathologie grave, il est compliqué des fois de faire le lien entre la faute qui a été commise par le médecin et les conséquences et l'état du patient. Des fois, on peut se dire qu'effectivement, malgré la faute du médecin, par exemple le retard au niveau du diagnostic, peut-être que le patient serait quand même décédé ou aurait quand même les conséquences qu'il subit aujourd'hui. À ce niveau-là, on parle de perte de chance. C'est-à-dire qu'on dit, si effectivement le diagnostic avait été posé avant, le patient aurait eu plus de chances de s'en sortir, ou en tout cas de ne pas avoir les séquelles dont il souffre aujourd'hui. Donc c'est effectivement un préjudice particulier en matière de responsabilité médicale. Bien évidemment, le patient va devoir prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage. Ce lien de causalité doit être certain et direct. Alors, je vais juste passer là. Merci. Ensuite, bien évidemment, dans la phase contentieuse, il va falloir aller devant une juridiction, donc saisir un tribunal. Si votre responsabilité est civile, vous allez devoir aller devant le tribunal de grande instance. Si la responsabilité est administrative, vous devez introduire une procédure devant le tribunal administratif. Par contre, la prescription est aujourd'hui la même. Elle est de 10 ans à partir du moment où le dommage est consolidé. Le deuxième objectif de la responsabilité médicale, c'est la sanction. C'est-à-dire que le but est de réparer ce qui a été commis par rapport à la société. Donc ce n'est pas une réparation par rapport à la victime, mais c'est par rapport à un comportement que vous avez commis et que réprouve la société. Alors, vous pouvez très bien, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que le patient peut très bien effectivement agir devant une juridiction civile ou administrative et ne pas agir au pénal. Et la faute peut d'ailleurs très bien être civile, mais sans être une faute pénale. Alors, les infractions, elles sont effectivement de trois sortes, comme en droit commun de la responsabilité. Il y a la contravention, les délits et les crimes. Et on est dans des fautes du style, effectivement, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, violation du secret professionnel, faute faute d'imprudence, par exemple. Alors, la responsabilité pénale du médecin est quand même très, très difficile à mettre en œuvre, notamment quand on parle de faute d'imprudence. La législation est très large avec le médecin, puisqu'il faut que ça soit vraiment une violation caractérisée d'une obligation de prudence qu'a commis effectivement le médecin pour que sa responsabilité pénale puisse être engagée. Le patient devra effectivement agir en portant plainte soit devant le procureur, soit devant le juge d'instruction. La prescription est de 1, 3 et 10 ans, suivant effectivement qu'on soit en contravention, délit ou crime.
Et les sanctions, c'est effectivement prison, amende, interdiction d'exercer. Alors c'est vrai que c'est une responsabilité qui fait très peur et parce qu'elle a un côté un petit peu infamante, mais comme le disait Didier Charles, c'est une responsabilité qui est bien évidemment la plus médiatisée, mais c'est aussi la moins courante. C'est-à-dire que sur 5 cas, sur 5 plaintes déposées, on va dire que 4 dossiers sur 5 vont finir par une relaxe. Donc c'est quand même extrêmement rare que la responsabilité pénale d'un médecin soit engagée. Et l'autre sanction, c'est les sanctions ordinales. Merci. Aussi habilement. Tu me le passes. Alors au niveau ordinal, nous avons trois niveaux. Le conseil régional administratif, qui décide d'interdiction d'exercice pour des motifs administratifs ou des motifs de santé. Le plus souvent, ça nous est signalé par l'ARS qui nous dit ce médecin n'est pas bien, il faudrait que vous le voyiez, puis on le passe en expertise et on décide ensuite oui ou non il peut continuer à exercer. Ensuite, nous avons la CDPI qui est la chambre disciplinaire de première instance, qui est basée également au conseil régional, qui traite de toutes les plaintes entre confrères, entre médecins, entre système administratif et médecins, entre patients et médecins. Et puis, nous avons la section des assurances sociales qui traite des plaintes un peu différentes, qui sont des plaintes qui sont initiées par la caisse d'assurance maladie sur des abus, sur des faux en papier, etc. Les voies d'activation, vous le voyez, ça peut être le Conseil national qui nous sollicite, l'ARS, l'assurance maladie, le procureur, les patients, les confrères. Ça peut être les associations de malades, ça peut être également des représentants de syndicats et bien sûr le ministre de la Santé. La procédure, la saisine de la CDPI est directe par l'ARS ou indirecte après enregistrement de la plainte au conseil départemental. On ne peut pas saisir directement la CDPI, il faut d'abord passer par le conseil départemental. Et pour la SAS, la saisine se fait par le service médical d'assurance maladie ou par la caisse, seul ou par les deux. Le conseil régional administratif, il prend alors une décision, je vous le disais, de suspension, le plus souvent pour un motif psychiatrique. Nous avons également des refus d'inscription pour ce même type de motif. La procédure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une expertise psychiatrique avec deux psychiatres désignés, l'un par le conseil départemental, l'autre par le conseil régional, et le troisième est désigné par la personne qui est en cause. Quels sont nos best-sellers en CDPI? Ce sont les certificats médicaux. Alors attention, les certificats en matière de divorce. Attention, c'est notre best-seller. Ça doit faire 60% des plaintes de la personne qui est spoliée par le certificat écrit par le médecin sur des faits qu'il ne connaît pas et qui ont été donnés par l'un des plaignants. Et puis les plaintes liées aux soins et les conflits entre confrères. La SAS, je vous l'ai dit, c'est les faux en écriture et honoraires indus. C'est malheureusement l'utilisation de la carte vitale qui se fait dans des conditions des fois particulières, puisqu'on a eu des gens confrères qui ont été condamnés alors qu'ils faisaient fonctionner la carte vitale alors que la personne était en prison, etc., etc. Alors il y a des cas particuliers. Ce sont les praticiens hospitaliers, comme me disait Madame l'avocate, il faut vraiment que la faute soit détachable du service. Et un arrêt récent du Conseil d'État nous exempte pratiquement de tout ce qui se passe en milieu hospitalier, puisqu'il y a déjà une commission interne à l'hôpital pour régler les fautes. Pour les médecins de la fonction publique et les médecins conseils, ils ne sont pas dépendants de notre juridiction, de même que les médecins militaires. Une nouveauté, c'est la saisine pour insuffisance professionnelle. C'est quelque chose qui vient de sortir. On peut être saisi. Jusqu'à présent, je vous donne un exemple, on a vu des médecins ou des médecins qui n'ont pas exercé pendant 7 ou 8 ans, qui reviennent en disant « je veux de nouveau m'installer ». On lui disait « écoutez, il faudrait peut-être que vous fassiez une requalification, reformation ». Il me disait « non, moi, en 7 ans, la médecine n'a pas changé, je peux m'installer demain ». Et nous avons surtout ceci pour des consoeurs médecins qui élèvent leurs enfants, qui au bout de 10 ans, pour des raisons X, divorce, etc., ou envie de reprendre un travail, viennent nous voir en disant « je veux retravailler ». Jusqu'à présent, on ne pouvait pas les obliger à se requalifier dans un service. Et donc, depuis 1 mois, nous avons cette possibilité de leur imposer et un examen devant des experts et une requalification dans un service.
Alors le recours au niveau du conseil régional administratif, lorsqu'on décide d'une interdiction d'exercice, la personne a 10 jours pour faire appel, mais l'appel n'est pas suspensif, ce qui veut dire qu'il ne peut pas travailler jusqu'à la décision d'appel. Alors que la chambre disciplinaire, l'appel se fait au niveau du Conseil national, la chambre nationale du Conseil national, l'appel est suspensif, il doit se faire dans un délai de 30 jours. Pour la section des assurances sociales, l'appel est également suspensif. Alors, il faut savoir que nous avons actuellement beaucoup réduit les plaintes en chambre disciplinaire parce que le conseil départemental, lorsqu'il réceptionne une plainte, doit obligatoirement organiser une conciliation. Et cette conciliation, donc entre confrères ou entre médecins et patients, aboutit dans presque quasiment 70% des cas à une non-transmission de plainte, c'est-à-dire que les gens s'arrangent autour de la table du conseil départemental, et donc on a une diminution du nombre de plaintes en CDPI. Tout ce que je viens de vous dire là, vous l'avez sur notre site du conseil régional que je viens de mettre en place, qui est tout simple, hein, c'est chromalsace.fr, www.chromalsace.fr. Merci, tu peux passer tout de suite Merci. Bon, Yves Lecal, je suis cardiologue. Hein, et je m'occupe aussi au niveau de... Je suis vice-président de la commission de hiérarchisation des actes, donc on est amené à se prononcer sur des interprétations de nomenclature. C'est pour ça qu'on a développé, dirons-nous, une certaine expertise en matière de contentieux. Donc les réjouissances vont se poursuivre. Hein. Vous avez vu le volet responsabilité médicale, le volet ordre. Et maintenant, on va voir le volet, mais très rapidement, je vais survoler, le volet assurance maladie. C'est-à-dire que les médecins sont particulièrement choyés, outre tout ce que vous avez eu vis-à-vis du patient. Maintenant, vous avez des contentieux qui peuvent survenir au niveau de l'assurance maladie. Et pas un contentieux, en fait 4 principaux, dont un a été évoqué par le président de l'ordre, et 4 autres contentieux, dont un relativement moins fréquent, dont vous avez évoqué, c'est le contentieux pénal. Donc on va faire ça sous forme d'un voyage. On va être assez rapide parce que, bon, il est quand même 4h moins 5. Pierre-Paul m'avait dit que j'avais 7 minutes pour parler, et il n'en reste plus que 4. Donc on va être rapide, donc j'ai fait ça sous forme d'un voyage. Bon, c'est pas tout à fait un voyage, hein. Donc vous avez les 5. Ça, il faut bien vous rendre compte que vous avez plusieurs circuits possibles, et que surtout, il peut y avoir des cumuls. C'est-à-dire un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire que vous avez vos indus, puis vous dites, bon, je vais les payer tranquillement, etc. Non, vous avez derrière un contentieux ordinaire qui peut survenir, des pénalités qui peuvent survenir. Il y a des cumuls qui sont impossibles. Hein. C'est des cumuls, notamment avec le système des pénalités financières, qui est possible qu'avec la seule recouvrement d'indus, et le contentieux ordinal, qui est possible avec le contentieux d'indus, mais pas avec les pénalités financières. Donc il y a des règles de non-cumul, mais vous pouvez avoir un contentieux d'indus, un contentieux conventionnel, et puis voir un contentieux pénal. Hein. Ça, c'est au choix. En plus, c'est au choix du directeur. C'est-à-dire que vous avez un système dans lequel, pour la plupart des contentieux, le directeur de la caisse est à la fois le juge d'instruction, parce que c'est lui qui va instruire le truc, est à la fois le procureur et est à la fois la partie prenante. Donc c'est un système, notamment dans les pénalités, qui est un système, dirons-nous, assez à combattre, et que nous combattons régulièrement en essayant des blocages qui ne réussissent pas toujours. Alors, le contentieux numéro 1, là on va passer rapidement, hein. Ça c'est le classique, hein. Vous recevez une lettre de la caisse, monsieur, vous avez facturé à tort tel acte, vous l'avez facturé, je sais pas, 30 €. En fait, nous, on voit que c'est à 20 €, vous nous devez 10 €. Bon, alors là, vous avez donc un délai de prescription. Vous avez également une saisine possible de la commission de recours amiable. En fait, il ne faut pas vous dire, je vais attendre la commission de recours amiable. C'est uniquement des membres de la caisse. Donc, à part des erreurs, dirons-nous, de forme, la commission de recours amiable vous dira systématiquement la même chose que vous a dit la caisse, le directeur de la caisse. Par contre, là où ça devient plus sérieux, c'est le TAS, où on peut défendre devant des gens attentifs, dirons-nous, parce qu'il y a un juge avec des assesseurs, à la fois provenant des salariés et des libéraux. Donc vous avez un environnement qui peut vous permettre de bien expliquer votre affaire et de gagner. Après, vous avez les recours en appel et en cassation. Bon, je ne vais pas aller dans le détail. Si vous voulez du détail, vous allez dans
dans le DVD ou le CD que vous avez pour aller, sinon en 7 minutes c'est impossible. Alors le plus hard, je suis désolé pour mon voisin, mais c'est vrai que c'est le plus hard. Maintenant ça va mieux, parce qu'effectivement ça a été limité avec l'histoire des pénalités, mais c'était quand les directeurs de caisse voulaient vraiment emmerder le médecin, dirons-nous, je ne parle pas pour des fautes graves, hein, mais vraiment l'emmerder, même à propos de fautes de nomenclature, ils le mettaient devant la section des assurances sociales, de l'ordre des médecins. Alors ces 5 personnes, oui, avec un juge, avec 2 conseillers ordinaux et de la caisse. Donc ça fait 3 contre 2. En général, c'était 3 contre 2. Hein, je suis désolé, mais moi j'ai participé à défendre des confrères là-dedans. Et dans cette instance-là, les gens avaient du mal à faire valoir, d'autant que les confrères, bon c'est une petite critique, mais n'étaient pas forcément les plus habitués à la pratique de la profession, dirons-nous, parce que c'était des confrères qui arrivaient assez tardivement dans cette instance, notamment au niveau national. Mais maintenant ça a changé, hein, ça va mieux. Oui, ça va. Tout à fait, tout à fait. Bah, moi je ne suis pas non plus un jeune perdreau. Hein. Donc le contentieux conventionnel, alors là ça a été variable suivant les périodes. Hein. Il y a un moment où les caisses faisaient des tas de contentieux conventionnels, mais pour elles c'est toujours difficile parce que ça passe devant des commissions avec les syndicats, et quand c'est des contentieux qui relèvent en général, ce sont des contentieux qui relevaient en général de mot d'ordre syndical qui étaient prises à l'échelon national et dans lesquels on s'acharnait à défendre les confrères au niveau. Mais bon. Maintenant, ça s'est calmé. En fait, on a surtout les indus jusque maintenant. Et maintenant, bon, la procédure, on va la passer. Et maintenant, c'est le nouveau contentieux. Enfin, le nouveau, il date déjà de quelques années. Il a été rajouté. Vous savez, les députés, au fil des ans, rajoutent des motifs. Et puis, ils ont rajouté dans la loi, c'était HPSC, non, même avant, le contentieux des pénalités financières. Alors, vous voyez, bon, tous les contentieux, enfin, vous n'avez pas tout à fait les mêmes motifs, mais en gros, le directeur choisit un type de contentieux quand il sait qu'il pourra aller assez loin dans ce contentieux et qu'il pourra gagner. C'est uniquement ça. Parce que vous pouvez, à part l'indu qui est un recouvrement de paiement, les autres contentieux, ça recouvre les mêmes fautes. Elles sont un peu plus importantes au niveau des pénalités financières. Les fautes sont plus larges, dirons-nous. Ça recouvre quasiment tout. Hein, vous voyez, le non-respect des règles de nomenclature, on peut le retrouver en section d'ordre, hein, on peut le retrouver en conventionnel, on l'a bien sûr en commission de recours amiable. Alors, des motifs issus de la loi HPST, donc là c'est des nouveaux motifs, c'était le non-respect du tact et de la mesure, dépassement d'honoraires, encore que le tact et la mesure n'aient pas encore été définis, avec une tentative de définition il y a quelques années qui a échoué. Le non-respect de l'obligation d'information écrite en cas de dépassement si l'honoraire est supérieur à 70%, une discrimination dans l'accès aux soins et des refus de soins, etc., qui sont, pour le dernier point, en attente de décret d'application. Alors là, vous avez des délais de prescription importants, qui sont 5 ans pour les faits, et des sanctions qui sont 50% des sommes concernées, mais les sommes concernées peuvent être importantes, ça peut être les conséquences de votre acte. Et dans la limite de 2 plafonds de la sécurité sociale, c'est doublé en cas de 3 ans. Enfin, vous avez tout un ensemble de choses sur lesquelles il faut vous reporter. Donc vous avez aussi un formalisme. Hein, un formalisme, si vous voulez, qui est indispensable. Parce que si ce formalisme n'est pas respecté par la caisse, c'est notification, pénalité, etc., dirons-nous, le jugement, puisqu'il faut bien appeler ça un jugement de la caisse, peut être remis en question. Alors, vous avez en ce moment ce qui est à la mode. Hein. En ce moment, c'est une excursion dans le circuit des pénalités. C'est ce qu'on avait connu dans les années 80, moi qui suis aussi pas tout jeune, c'était le délai statistique, c'est-à-dire que les caisses screenent au point de vue stats les médecins et mettent et ramassent au filet les gens qui sont en dehors de la moyenne, sans prendre en compte, dirons-nous, la particularité de tel ou tel exercice. Donc en ce moment, c'est bon pour les IJ, pour les transports, surtout pour les IJ aussi en ce moment. Et on a des contentieux là-dessus, en sachant que là, il y a 2 possibilités. La caisse vous demande, vous dites, on va faire un objectif de réduction des prescriptions. Mais attention, pour nous, c'est à déconseiller, parce que si vous l'acceptez,
Et si vous n'arrivez pas à cet objectif, au bout de 6 mois, vous passez directement dans la case pénalité. C'est-à-dire qu'on vous assomme avec les pénalités. Tandis que dans la mise sous entente préalable, effectivement, vous avez à mettre les gens sous entente préalable avant une prescription d'IJ. Et à ce moment-là, vous avez 6 mois qui sont renouvelables une fois avant de pouvoir vous mettre en pénalité. Donc, et de toute façon, quand vous acceptez l'objectif de réduction des prescriptions, à moins que vous ayez vraiment tort, c'est que vous acceptez, dirons-nous, in fine, l'avis du médecin conseil de la caisse et vous dites, bah oui, je fais trop. Donc après, il n'a plus le scrupule à vous mettre en pénalité. Alors le contentieux pénal, donc qui est réservé en cas de fraude. Alors effectivement, bon, a priori, vous dites c'est des fraudes importantes. Bon, ça peut être effectivement l'usage de faux, mais quelquefois, on a eu des cas avec des confrères anesthésistes qui se sont fait, dirons-nous, qualifiés de fraude par la caisse, alors qu'in fine, ils ont eu raison et c'était pas du tout une fraude. Alors les 10 commandements, et j'en termine là. Donc il faut un dossier solide et argumenté. Hein. Si vous avez une erreur, faut rembourser, il ne faut pas commencer à faire le malin. Vous avez tort, vous avez tort, vous êtes trompé. Hein. Personne n'est omniscient, mais vous êtes trompé. Il faut vérifier que la lettre de la caisse comporte bien tous les motifs du contentieux. Parce que toute décision administrative doit être motivée. On a gagné sur un certain nombre de dossiers parce qu'ils n'avaient pas mis les motifs du contentieux. Surtout se faire assister par un confrère expérimenté ou du syndicat, et après il y aura le stade de l'avocat bien sûr, mais pas dans les premiers stades. Alors un point important, s'interroger s'il faut ou non poursuivre le contentieux, parce que si vous avez raison sur 10% des griefs et tort sur 90%, vous n'arriverez pas à expliquer ça à un juge du TAS. Hein. Ça c'est clair, il ne comprendra pas, et donc vous aurez tort, donc c'est pas la peine ça mélangera les choses, ça fera une jurisprudence, c'est défavorable à tous. Vérifier la procédure, on l'a dit, les délais de recours qui sont indiqués à chaque fois, formaliser par écrit, hein, les observations, les comptes rendus, ce que vous écrivez à la lettre. Il faut être présent lors des audiences des tribunaux quand cela est autorisé, notamment au TAS, hein, puisque c'est une procédure orale, et donc il faut être présent, il faut être là. Procédure orale qui a aussi des écrits, parce qu'à chaque argument qu'on envoie avant, on répond par un autre argument. Enfin, ça fait toute une série d'actes et des dossiers assez importants. Bon, mais être là, c'est intéressant. Moi, j'y ai participé, et vous pouvez bien exprimer votre affaire. Et puis surtout, nous on aime bien, hein, ne pas oublier l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et demander à la caisse de payer des frais, des sommes exposées quand elle a tort. Ça, je crois que ça fait toujours plaisir aux caisses et nous, ça nous fait plaisir. Et attention au cumul de contentieux. Voilà le panorama. Bien, on a tenu les temps. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, sachant que juste il y a peut-être une toute petite erreur sur le diapo. Le plafond de la sécurité sociale multiplié par 2, c'est pas 6200, c'est 72. Il manque un zéro. Oui, mais un zéro derrière dans un chèque, ça dépend où il se situe. C'est pas sans impact. On le corrigera. Oui, c'est la diapo. Alors, juste une remarque, j'insiste beaucoup pour que le médecin se présente. Ça fait très mauvais genre d'envoyer simplement l'avocat et de ne pas se présenter. C'est très mal vu. Il faut assumer ses erreurs et se présenter, quelles que soient les procédures. Je ne sais pas ce qu'en pensent les juristes, mais ce qui a été évoqué tout à l'heure. Mon expérience, une faute à moitié avouée est totalement condamnable. Deuxième chose qui est relativement importante, notamment au CCI, alors c'est pas le crédit, le commerce, la chambre, le commerce et de l'industrie, la charge de la preuve de l'information. Souvent, les confrères disent on a informé, mais si on a prévenu, etc. La charge de la preuve vous incombe. Donc, il faut savoir que vous avez l'obligation de prouver. Et parfois, ça a l'air anodin. Je prends les quinolones, de la photosensibilisation en été. Ben si, je l'ai dit. Bah oui, mais prouvez-le. Alors, moi, je l'écris sur l'ordonnance. Ouais, parce que le moyen d'information est libre, hein, mais c'est un terme probatoire quand c'est compliqué, parce qu'effectivement, vous pouvez excepter certains cas, l'IVG, où là il y a un formalisme qui est imposé par la loi. La preuve, alors je vois votre sourire, c'est vrai que c'est compliqué dans une relation patient, médecin, de tout formaliser et autres.
Et la preuve, effectivement, le moyen d'information, vous l'informez comme vous voulez, mais le jour où on vous demandera la preuve. Si on parle du principe qu'on a des mots dans le dossier médical. Oui. Oui, oui. J'écris 10 fois plus maintenant qu'il y a Oui. 40 ans. Absolument. Si ça figure dans votre dossier, Averti de, alerté sur, averti que, etc. bon, c'est un élément qui doit permettre de prouver votre bonne foi, étant entendu qu'il faudra techniquement prouver que ça n'a pas Donc ça n'a pas été rajouté. Ouais, après, rajouté. Si, justement. Les logiciels, vous avez, s'il y a des modifications a posteriori, on les repère parce qu'elles sont datées a posteriori. Oui, mais il faut un technicien à votre charge. Ouais. Voilà, il faudra faire éventuellement un Objectivement, il y a statistique. très peu de contentieux sur cette notion de faux. Par contre, effectivement, au niveau du dossier, sur ce qui est marqué sur cette matérialité, les ambiguïtés sur cet aspect-là, objectivement, sur une ordonnance, ça peut se rajouter. C'est vrai qu'à partir du mois de mai, ne serait-ce qu'en automatique sur ce médicament, sur tel ou tel médicament, attention à l'exposition solaire, tac, et presque en automatique, c'est-à-dire de faire en sorte que ça apparaisse, je dirais, déjà sur cet aspect pour montrer, puisque c'est original, que vous avez l'habitude de faire. C'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. C'est désespérant ça pour la pratique. Non. Parce que si rien que pour le paracétamol, pour un médicament banal, si on lit la notice, Non. Et il y a une nuance entre ce qui peut arriver par manque de chance à un cas sur un million et un effet secondaire particulièrement connu d'une personne à qui vous faites cette prescription au mois de mai. Il y a des chances effectivement de passer mai à septembre plutôt face au soleil que dos au soleil. Si vous voulez, c'est une question de logique sur quelque chose qui est plus marqué, c'est important. si je prescris un médicament, justement, un médicament, n'importe lequel, et si la personne n'était pas allergique connue, et s'il fait un édème de coin, Là, vous n'y êtes pour rien. Ça, c'est Là, vous n'y êtes pour rien. Si elle vous a sorti toute une collection d'allergies et que vous n'indiquez rien derrière, là, objectivement, on aura quand même. On dira qu'il y a au moins un manque de chance par rapport à cette personne, de se dire si elle était méga allergique, il y avait donc un risque aggravé de potentiel. Et exactement comme un diabétique, où vous allez avoir une variation de la glycémie qui a des chances quand même d'intervenir. Donc quand vous prescrivez à un diabétique un médicament qui a une incidence connue sur la glycémie, d'en tenir compte, ne serait-ce que sur l'information ou sur l'indication elle-même d'ailleurs, parce qu'on peut remonter assez loin, se poser la question même de l'indication. dans ce cas-là, on ne peut pas noter dans le dossier médical toute l'éducation thérapeutique spécifique au diabète. Parce que si je suis qu'un patient soit sous insuline, Oui. ce qui Mais la plupart des logiciels médicaux ont cette fonction d'alerte à partir du moment où vous-même vous avez introduit cette fonction d'alerte, si votre logiciel ne l'a pas prévu, et que vous l'ayez coché. Il ne suffit pas que le logiciel vous le permette, encore faut-il que vous fassiez l'effort d'authentifier la prescription habituelle comme traitement de fond, et à ce moment-là, la prescription suivante, s'il y a des incompatibilités entre le logiciel, vous y rend attentif. À supposer que la petite flèche rouge, vous la regardiez et que vous l'exploitiez. Mais c'est techniquement possible. Pardon? Parce que c'est cela que, non mais c'est cela sur lequel le patient par contre va agir, va s'en rendre compte. Tout ce qui tourne sur des conséquences pseudo-esthétiques, oui. Et puis là c'est une autoroute pour les Et ça, cas ça en finit face, comment pas eu d'informations, pas eu de ceci, c'était connu. Et ça finit comment, par exemple? Ça finit par un chèque, hein. Non, faut le faire. Non mais c'est, Ça d'une finit pas en certaine manière, prison. Ça finit pas en d'une prison. certaine manière, voilà, ça termine pas en prison, mais ça termine par un chèque. On va pas se battre non plus en disant là-dessus. Pour les fluoroquinolones, en fait, il faut pouvoir prouver qu'on a prévenu les patients du risque de l'exposition solaire, mais il y a quand même par exemple un risque de rupture tendineuse. Je pense est-ce qu'il faut les prévenir aussi ou c'est Oui. fait partie Si des... c'est un sportif qui court tous les dimanches, hein, Ça dépend qui c'est. Ça dépend. L'information est aussi en fonction du patient. oui, mais je te dis, moi j'écris 10 fois plus qu'il y a 40 ans. En même temps, il faut bien voir que, par exemple, sur cette prescription, vous n'êtes jamais très loin entre l'obligation d'information et la qualité de l'indication. C'est-à-dire que derrière, on va dire, bah, oui, vous ne l'avez pas informé, mais ce que vous
même ça a été pris en compte le fait qu'il soit sportif. On a des dossiers de temps en temps en CCI de sportifs, demi-sportifs si je puis dire, qui ne sont pas de très haut niveau et gérés par une fédération, mais qui néanmoins ont fait état de cette notion sportive. Le médecin le suit depuis des années, y compris sur cet aspect-là, donc il ne peut pas dire qu'il l'ignorait totalement. Et là, c'est vrai que du coup, le dossier, qu'on le prenne sur le plan de l'information ou sur le plan de l'indication, de toute façon, faute là, elle est à moitié avouée d'une manière ou d'une autre, et de toute façon, le dossier, ça ne va pas bien se passer. Donc voilà. Je me permets seulement de rajouter, on a toujours tous des histoires de chasse. J'ai été très peu souvent mis en cause, donc je touche du bois. La première fois, j'ai été mis en cause par un avocat, parce que j'avais reçu un couple, qui à l'époque était un bon couple, et j'avais surligné avec le stylo boss en jaune les gamma-GT, les triglycérides et les VGM. D'accord ? Et j'avais expliqué aux patients qu'il y avait un lien avec probablement une addiction énolique. Ça a été exploité par le conjoint dans une procédure de divorce. Et j'ai été mis en cause parce que j'avais trahi le secret professionnel. Donc quand un conjoint vous demande un résultat, surtout par téléphone, attendez, votre conjoint est adulte, oui mais c'est mon mari, il est assez grand, surtout par téléphone, d'ailleurs n'importe qui peut se faire passer pour n'importe quel conjoint, pareil pour les confrères. Je suis le docteur Attel, vous n'avez pas donné de renseignements par téléphone, mais ça va aussi loin que ça, et c'est parfois aussi idiot que ça. Je dois dire que j'ai été pas mal surpris. Après, on les fait tous, mais il faut juste pas avoir de la chance. Vous savez, c'est comme les radars sur la route, les 50 à l'heure, vous ne faites pas forcément toujours avoir. Mais il suffit d'une fois. Et ça peut coûter très cher. Mais essayez d'utiliser les coyotes qui sont intégrés au logiciel. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention et nous avons passé le temps. Merci pour nos experts. Désolé pour oui. Chaque élément pour la question, parce que j'ai posé une question qui me paraissait intéressante. Par exemple, pour l'éducation au diabète qui me paraît complètement, très longue à expliquer aux patients, il faut pour chaque point noter, j'ai expliqué qu'il y a un risque gros, j'ai expliqué qu'il doit manger bien, j'ai expliqué que À vous d'appréhender et de le fixer dans votre dossier quel est le niveau de risque potentiel. Je prends le diabétique, insulinodépendant, qui donc fait des injections et qui fait beaucoup de voitures. Donc il y a déjà il doit avoir du sucre sur lui. 2, il faut le prévenir du risque compte tenu de, du fait qu'il roule beaucoup en voiture et qu'il a parfois un déséquilibre glycémique. Donc il faut lui signifier. J'ai eu effectivement un patient qui a eu des problèmes de circulation parce qu'il était en hypo. Donc il faut qu'il le sache. C'est pareil pour les sulfamides associés aux metformines. À partir du moment où le patient, vous l'avez informé du risque, vous lui avez recommandé les mesures susceptibles, j'allais dire, de coupler le circuit, les choses sont réglées. Si maintenant il s'agit d'un bureaucrate qui prend les transports en commun, évidemment il y a un risque, on ne peut jamais passer à côté. Mais le danger est beaucoup moins élevé. Et c'est là où le magistrat va appréhender en la circonstance quelles sont, les mesures raisonnables qu'on peut imaginer que vous auriez dû prendre pour le prévenir. Raisonnable. Et de bonne foi. Voilà, une appréciation in abstracto et aussi en fonction du patient et sa personnalité. Bon, merci et à la plénière.